Bienvenue sur le podcast Zest.com, le podcast dédié aux solopreneurs qui veulent enfin kiffer leur communication pour mieux propulser leur business. Je suis Faustine, graphiste indépendante, et ma mission est de démocratiser la communication. Dans ce podcast, on parle galère, organisation, outils et réussite sans filtre, avec beaucoup de bienveillance et une bonne dose de bonne humeur. L'objectif ? Décomplexer la communication et repartir avec un shot d'inspiration et d'astuces concrètes. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Charlène, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Comment vas-tu? Hello Faustine, merci beaucoup pour cet accueil très enthousiaste. Écoute, ça va super bien aujourd'hui. Chouette. Alors, dans cet épisode de podcast, on va parler de ton quotidien de solopreneur, de communication, hein, surtout, ce qui est vraiment le cœur du sujet de ce podcast. On va parler des difficultés, des avancées, de toutes ces choses-là. Et du coup, on va commencer par te présenter. Est-ce que tu peux te présenter en deux, trois phrases? Oui, alors me présenter bien sûr en deux, trois phrases, ça va être un exercice un petit peu plus difficile, mais ouais, carrément. Alors je dirais que pour celles et ceux qui me découvrent, je me définis comme quelqu'un d'extrêmement curieuse. Je m'intéresse à beaucoup de sujets différents et d'ailleurs mon parcours professionnel en témoigne puisque j'ai eu un parcours scientifique antérieur dans la recherche en physique et aujourd'hui je touche à la communication et au marketing, donc ce qui n'a strictement rien à voir. Mhm. Et je m'intéresse aussi à tout un tas de choses d'ailleurs sur le plan plus perso. J'aime aussi beaucoup les gens, même si je suis parfois un peu sauvage et que j'aime aussi être solitaire. En fait, ça peut paraître antinomique, mais à vrai dire, je suis pleine de paradoxes. J'aime beaucoup passer du temps avec les personnes et aussi passer du temps seule. Donc ça me définit aussi. Et puis, je suis une personne qui aime aller dans la profondeur, la nuance, dans la réflexion, quand même assez intellectuelle, assez cérébrale. Même si je m'octroie parfois des moments plus légers, mais ce qui me définit malgré tout et ce que me disent les proches, c'est aussi une part voilà, d'intellect assez importante que maintenant j'apprends à mettre en avant tout autant que les autres. Super, super. Et du coup, qu'est-ce que tu fais, je dirais, dans la vie comme métier? Ouais. Alors aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui entreprennent à globalement créer un univers qui leur est propre. Et par univers, j'entends pas uniquement la partie visuelle, mais aussi un univers qui va être le reflet de ce qu'elles sont et donc comment incarner finalement leurs valeurs, leurs visions, leurs convictions aussi. Pour moi, c'est vraiment important quand on choisit l'entrepreneuriat de avoir une facilité à fédérer autour de qui on est. Je suis convaincue que dans les métiers de l'accompagnement au sens global et les métiers du service, c'est important aujourd'hui de se différencier pour qui on est et plus uniquement pour notre expertise parce que avec l'émergence des marchés de services, c'est tout à fait comparable maintenant quand on est un bon expert à tarif à peu près et certification similaire. Et donc, je vais accompagner ces femmes-là à créer un univers qui leur est propre autant dans leur communication, leur marketing, leur façon de s'habiller, leurs photos, leur façon de parler aussi. Mais tout ça, je le fais avec une vraie dimension d'introspection en amont, c'est-à-dire que je me positionne pas du tout comme une consultante, plus du tout comme une consultante en communication et en marketing. Je me positionne vraiment comme une mentor qui est passée par où elles en sont aujourd'hui et qui a dû comprendre les leviers à activer pour justement fédérer pour qui je suis en dehors de ce que je fais. Et c'est ce que je transmets. Et donc la majorité des entrepreneurs à laquelle je m'adresse, elles ont déjà des clients. Elles sont plus ou moins avancées. C'est pas tant ça que je vais regarder, plus que leur volonté, leur détermination justement à créer un impact et à laisser une empreinte au-delà de simplement faire bien ce qu'elles proposent. Ok, ça marche. Donc ça me fait penser beaucoup au personal branding, mais ça va plus Oui. loin. C'est plus large au final que ce simple sujet. Alors oui et non, c'est-à-dire que si je suis la définition stricto sensu du personal branding tel qu'il a été théorisé aux États-Unis, c'est la pleine définition de ce que je viens de te décrire, c'est-à-dire que Ok. c'est en fait aux États-Unis, ils le théorisent comme étant vraiment
la, la trace, alors c'est pas très beau en français, mais en tout cas, ce que tu gardes à l'esprit de la personne, que ce soit avant que tu la rencontres, donc déjà ce qu'elle te laisse comme première impression, Mhm. par exemple par sa présence en ligne. Ensuite, une fois que tu la rencontres, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir d'elle? Et c'est vraiment travailler tous les points de contact que tu vas avoir avec l'extérieur. Donc ça va aller de, oui, ta présence sur les réseaux sociaux, c'est d'ailleurs comme ça que souvent le personal branding est défini, mais Oui. c'est vraiment au-delà de ça. Parce que imagine, tu as une ligne éditoriale super en ligne et on te rencontre dans la vraie vie et tu es beaucoup moins à l'aise à l'oral, tu n'as pas travaillé du tout ton allure, ta posture, ben en fait, il y a une dissonance. Donc le personal branding tel qu'il a été théorisé, ça n'est pas uniquement quelque chose qui est en ligne, c'est aussi quelque chose qu'on incarne dans notre vie, y compris dans tes interactions du quotidien, y compris vis-à-vis de tes proches. C'est finalement qu'est-ce que je laisse à montrer au monde de qui je suis, tu vois. C'est vraiment ces questions-là qu'on se pose. Et donc, oui, ça, c'est du personal branding, tel que il est théoriquement défendu. En revanche, la définition qui a été importée en France n'est pas celle-là. Et donc, effectivement, quand j'en parle, euh, on a la sensation que c'est plus global que ça, puisque en France, l'image qu'on en a globalement, c'est quand même quelque chose qui vient à dire je me montre en ligne, ce qui est aussi du personal branding, mais pour moi, Mhm. ça ne représente qu'une toute petite part du personal branding. Je me montre en ligne, je me montre sur les réseaux sociaux, je fais des vidéos ou des contenus écrits. Donc, c'en est ça, mais c'est qu'une petite brique parmi toutes les autres briques de possibles. Ouais, ouais, intéressant. Et d'ailleurs, quand on a échangé au premier petit rendez-vous de préparation, tu me disais que tu utilisais même un terme différent maintenant que personal branding. Disons qu'en fait, je l'utilise plus. C'est Ouais, plutôt ça, c'est que j'utilise plus ce mot-là. Alors, c'est très récent, hein, ça date d'il y a quelques mois. Je l'utilise plus parce que Alors, pour deux raisons. La première, c'est que bah, je me reconnais pas dans la définition française telle oui. qu'elle est comprise. Et j'avais jusqu'à maintenant entamé un travail de sensibilisation à la vision que je porte. Et en fait, c'est un travail qui est extrêmement énergivore. Donc, c'est la première des raisons. Et la seconde, c'est que je me rends compte que parmi les personnes que j'attire à moi, j'ai des clientes qui sont attirées justement par quelque chose de très tangible, du Mhm. genre, tu peux m'accompagner à faire une ligne éditoriale, tu peux m'accompagner à optimiser mon profil sur les réseaux sociaux. Et elle n'avait pas, si tu veux, le niveau de conscience que ça, c'est une part et qu'on peut effectivement le faire. Mais si tu n'as pas travaillé ton énergie, ce que tu veux dégager, le message que tu veux porter, j'ai envie de te dire que oui, ça sera vitrine et une belle vitrine et sera déjà bien, mais ça Mhm. sera pas suffisant. Mhm. Or, elle venait dans la démarche de se dire mon business block et je pense que c'est parce que mon profil n'est pas optimisé, Oui. parce que je n'ai pas la bonne ligne éditoriale. Non, il n'en est pas question. Ça va contribuer à, mais c'est un travail qui est plus global à faire. Et je voulais attirer les personnes pour autre chose. Donc finalement, je fais toujours la même chose. Je fais toujours du personal branding tel que moi je l'ai appris et je l'ai, euh, comment dirais-je, intégré. Mais je décide de faire rentrer ces femmes-là par une autre porte que celle du marketing et de la communication, par une porte qui est plus une porte de l'ordre de la posture, de l'expansion, de l'élévation au sens global. Parce que ça correspond davantage au travail qu'elles doivent faire. Et donc, c'est important pour moi qu'elles en prennent conscience même si on fait aussi du marketing et du business après, on commence toujours par ce travail-là avant. Donc aujourd'hui, les termes que j'utilise davantage, ça va être le mot incarnation, l'expansion, l'élévation, tous ces mots-là qui sont beaucoup moins concrets. Donc c'est ce qui me faisait peur d'ailleurs à l'idée de les emprunter que le personal branding, mais pour autant qui correspondent davantage à ma démarche. Ok, ça marche, ça marche. Ouais, je comprends bien ouais, ce que tu veux dire, qu'au final, toute la partie qu'on imagine, nous, beaucoup en France, c'est vraiment à la fin, au final du process, quoi. Absolument, ouais, c'est ça. Mm. Ça marche. C'est la phase émergée de l'iceberg. Oui, complètement, complètement. Ok, c'est chouette, c'est chouette. Du coup, quel est ton rapport à la communication en trois mots? Ah oui, je vais t'embêter, c'est trois phrases après trois mots. Bientôt, ce Ok. sera trois lettres. Ouais, c'est ça, partout ces trois lettres. Alors attends, trois mots. Ok, je vais essayer d'être la plus spontanée possible. Communication, partage, Mhm. vulnérabilité et transmission. Ouais, Ok. je dirais ces trois-là qui me viennent, tu vois, sans avoir pensé la question en amont. Non, mais carrément, carrément, je vois, ça marche.
Et puis je pourrais rajouter plaisir, parce que à titre individuel, je prends beaucoup de plaisir. Mais tu m'as demandé 3, on va se restreindre à 3. Ça marche. Donc toi, tu as plutôt un rapport qui est, enfin, en même temps, c'est aussi un peu, enfin, c'est ton métier aussi, la Ouais. communication, du coup, mais c'est quelque chose qui t'anime, qui te fait plaisir de communiquer pour toi, même pour ta boîte à toi. Ouais, vraiment, j'adore communiquer et je dirais même que si je pouvais, j'en ferais davantage. D'accord. Aujourd'hui, mon temps est pris et je ne me plains pas, hein. Si mes Mhm. clientes m'écoutent, c'est très bien. Mais aussi par mes accompagnements. Et donc, bah, nécessairement, je partage mon temps entre, comme chaque entrepreneur, entre toutes les tâches auxquelles on est soumise. Mais si je pouvais, si j'avais davantage de temps, et c'est ce à quoi d'ailleurs j'aspire dans les années à venir, j'accorderais plus de temps à ma communication parce que j'adore le processus de création que ça demande, d'imaginer que ce soit des univers visuels, du wording, vraiment, enfin, en fait, quand j'imagine une nouvelle offre, ce qui me fait vibrer, c'est pas tant l'offre plus que l'univers que je vais proposer derrière et la manière dont je vais en parler. Donc ça, j'adore cette idée de partager mes réflexions, d'avoir en fait j'ai toujours considéré ma communication comme un carnet de bord. Je sais que ça peut être très clivant et qu'on n'est pas tous d'accord avec cette façon de fonctionner. Et d'ailleurs, c'est pas ce que je conseille à toutes mes clientes. Mais pour ma personnalité, c'est ce qui, en tout cas, me correspond. Et oui, vraiment, je prends beaucoup de plaisir à partager. En fait, j'ai une communication qui n'est pas du tout une communication d'expertise. J'ai essayé, hein, pour tout dire. J'ai essayé de faire des posts full valeur ajoutée, comme ils disent là. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. J'aime pas en lire. Enfin, c'est pas là que je prends le plus plaisir, moi, à en consommer. Et je pars du principe que pour être un bon créateur, faut être un bon consommateur. Mhm. Donc, je suis pas une bonne créatrice de ces posts-là. Par contre, j'ai des clientes et des consoeurs qui le font très bien et je les admire. Juste, c'est pas là où je suis la plus douée. Par contre, là où je suis la plus douée, c'est dans partager mes réflexions, partager les coulisses de ce que je fais, euh, partager mon processus de doute, de réflexion, de succès. Tout ça, j'ai une facilité déconcertante pour certaines d'ailleurs à le faire. Et je sais que là, je vais attirer des personnes qui vont aussi avoir cette identification à ce que je vais partager de façon assez sincère et vulnérable. Mais la posture d'expertise de non, ça, c'est pas mon truc. Et ça y est, j'ai compris avec le temps que ça servait à rien que je continue d'essayer à tout prix de faire des posts comme ça ou des posts, je parle de posts, mais on s'entend que ça peut être des newsletters, des podcasts, peu importe, hein, des formats en tout cas d'expertise. Ça n'est pas mon truc. Par contre, effectivement, des formats un petit peu plus building public, avec une proximité différente, je prends davantage de plaisir et à en écrire et à en lire. Donc, ouais, franchement, la communication, c'est quelque chose que j'adore. Mhm. En plus, ouais, c'est trop bien parce que du coup, je suppose que ça fonctionne en plus maintenant que tu as trouvé le format qui te convient et avec lequel tu es à l'aise, que tu aimes bien faire, et du coup, ça attire naturellement plus de personnes que te forcer à rentrer dans un moule, je dirais. Ouais, bah évidemment que ça, je le dis d'ailleurs à chacune de mes clientes, mais quand on communique parce qu'il faut communiquer, en fait, les gens le ressentent. Alors, ça va peut-être pas se Mhm. ressentir sur un post, hein, mais Oui. à force, en fait, on voit bien que la personne, elle ne prend pas de plaisir. Enfin, nous, à titre individuel, on le ressent, donc faut juste se mettre de l'autre côté des personnes qui nous consomment et te dire, bah, en fait, eux aussi le ressentent. Et je trouve que l'énergie derrière un post, c'est extrêmement important. Enfin, derrière un contenu, c'est d'ailleurs pour ça que, pareil, c'est aussi quelque chose d'assez clivant et je ne sais pas quelque chose que je conseille à tout le monde, mais maintenant, je suis assez à l'aise à dire que je n'ai plus de calendrier éditorial parce que Mhm. quand j'en avais un, je préparais à l'avance. Alors, ça m'apportait une certaine sérénité parce que Mhm. j'avais cette idée que ça y est, c'était fait. Sauf qu'en réalité, l'énergie que j'avais quand j'écrivais mes posts de semaine en arrière n'était plus du tout la même qu'à l'instant T où j'avais envie de poster un post. Et combien de fois ça m'est arrivé? Je dis, ah, c'était ça que j'avais écrit pour aujourd'hui? Oh! Ah bah, non pas que j'étais plus d'accord, mais c'était plus de ça dont j'avais envie de parler. Il s'était Ouais. passé des jours, tu vois, entre, et j'avais eu plein d'autres sujets qui m'avaient traversé l'esprit. Et donc, je me voyais réécrire le post. Et en fait, je me suis dit, enfin, c'est ridicule. En fait, arrête de passer du temps à écrire tes posts à l'avance si tu les réécris à chaque fois, quoi. Et parfois, je les réécrivais pas, je les postais. Bah, une fois sur deux, évidemment, c'était des flops pas possibles. Et même moi, au-delà de la validation extérieure, j'aimais pas, enfin, j'aimais pas cette idée de partager quelque chose avec lequel j'avais pas la sensation, le ressenti. Et, Mhm. euh, et enfin,
Aujourd'hui, j'aime en fait cette idée que quand il y a une idée qui me traverse, le matin quand j'écris mon post, en fait j'écris ça. Alors ça n'est pas vrai quand je suis en phase de lancement, par exemple, là ça va être un petit peu plus travaillé et anticipé, mais dans une phase classique, j'aime bien partager ce qui me traverse à l'énergie que je ressens dans le moment, ce qui fait que effectivement je n'ai plus de calendrier éditorial et que même ma ligne éditoriale, elle est beaucoup plus en fait, elle est beaucoup moins définie qu'avant. J'ai Mhm. des grosses thématiques qui reviennent de façon récurrente, mais je m'autorise beaucoup plus, en fait, à faire des pas de côté, à plus avoir vraiment des piliers. Avant, je travaillais avec vraiment tant de pourcentage de postes d'expertise, tant de pourcentage de postes de storytelling, tant de pourcentage de postes de vente. En fait, ça m'enfermait. Maintenant, je suis beaucoup plus dans quelque chose de plus fluide, de plus intuitif. J'entends complètement que ça corresponde à des profils qui ont besoin d'un cadre pour passer à l'action, etc. C'est pour ça qu'encore une fois, ce que je partage là n'est que mon retour d'expérience. Mhm. Mais non, maintenant, ouais, en fait, à force d'essayer, tu finis par, et ça permet de conclure sur la question que tu m'as posée, tu finis par trouver un rythme qui te correspond rien qu'à toi. Et d'ailleurs, ce rythme-là n'est pas figé, et peut-être que dans un an, je te répondrai à autre chose. Mais c'est important de s'écouter et pas essayer de se dire, attends, mais tout le monde fait comme ça, il faut que je fasse comme ça. Non, non, si toi, ça te parle pas, en fait, fais comme toi, ça te parle. Ah non, c'est clair, je suis vraiment d'accord avec toi et c'est vrai que c'est pas facile, je trouve, d'avoir cet équilibre entre ça ne me convient pas, mais en même temps, il y a des choses des fois où même si ça convient pas, il faut le faire. Tu vois, c'est comme ta compta, ça ne te convient pas, il faut le faire. Tu vois, tu n'as pas le choix. Donc il y a des trucs comme ça où c'est pas toujours facile de se dire trouver un équilibre entre ce que j'ai envie de faire, ce qui m'attire, ce qui me parle et en même temps. Est-ce que ben il faudrait pas quand même en avoir un de calendrier pour bien m'organiser, etc. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que moi c'est un peu pareil justement. J'ai essayé le calendrier. Ok. Le côté organisé, etc. C'est clair que c'est intéressant parce que tu as l'impression, et justement, tu peut-être que l'impression de maîtriser vraiment ce que tu vas publier, de savoir des semaines à l'avance, etc. Mais en même temps, moi c'était pareil. Des fois je devais faire un post et je me disais c'est Hmm. ouais, c'est intéressant, mais c'est pas le truc qui me fait vibrer pareil aujourd'hui. Alors qu'à l'inverse, enfin, à la fin, je me rendais compte que ben, il y a plein de trucs que je me disais, ah, je vais le décaler à dans 2 semaines, et parce que j'avais une idée qui me venait, que je trouvais bien, et du coup, je voulais trop la faire ce jour-là. Donc au final, ça a été un peu plus souple, mais j'ai fini par carrément le mettre de côté. Bon, après là, je suis un peu en prise de recul par rapport à ça pour voir comment Ouais. revenir, je dirais. Donc je suis Mais un tu peu vois, entre les deux. une question qui m'a beaucoup aidée, je te la transmets si jamais ça t'éclaire et que ça Mhm. éclaire ceux qui nous écoutent, c'est en fait quelle est mon intention quand je communique. Enfin, c'est tout Ouais. bête, hein, mais vraiment, dès lors que j'étais dans une intention de vente, Mhm. en fait, j'étais un peu paralysée parce que j'avais la sensation que l'histoire que je me disais, c'était, attends, pour que je vende, il faut que je fasse un truc expert, que je fasse un cas client, une étude de cas et qu'en fait, c'est comme ça que je vais amener de la preuve sociale et que les personnes vont me faire confiance. Et en fait, je Mhm. me paralysais dans cette croyance que j'avais soit lue, que j'avais aussi moi-même nourrie. Et dès lors que je me détachais de ça, et que je me dis, OK, en fait, là, ma communication, elle a pour but de quoi? Elle a pour but de créer du lien. Mhm. OK, créer du lien. Et ensuite, une fois que la personne, elle va kiffer ce que je vais dire, je vais à moi après d'aller la chercher et de poursuivre par un call, par des échanges en message privé, par pourquoi pas, c'est pas mon cas, mais ça peut un freebie, par une newsletter, j'en sais rien. Mais tu vois, dès Mhm. lors que tu désacralises un petit peu ta communication et tu dis, peut-être ma communication, c'est le premier point de contact que j'offre, mais derrière, j'ai pas pour ambition que ça va être en un poste que je vais vendre quelque chose. Donc je vais lui proposer tout un parcours qui est après là propre à chacun. Et Mhm. en fait, moi, d'avoir fait cet exercice de me dire finalement, je donne un petit échantillon de mon univers dans ces postes-là, mais le poste à lui tout seul va pas vendre. Enfin, en tout cas, c'est pas l'objectif que je me donne avec ce poste-là. Waouh, tout de suite, tu vois, tu sais, tu prends du recul, tu prends de la Mhm. hauteur et tu te dis, ok, en fait, finalement, ça va. Parce que j'ai construit plein d'autres choses en dehors de juste ma présence sur les réseaux sociaux. J'ai construit un site, j'ai construit un podcast. Là, je parle de mon cas encore une fois, mais ça peut être autre chose, une newsletter, ça peut être des articles de blog, ça peut être des collaborations, ça peut être aussi des salons de networking auxquels je participe. Donc, voilà, c'est un point de ma stratégie.
Mais ça n'est pas, tu vois, là-dedans que je... Et donc, quand en fait, on remet une intention qui est finalement en général moins importante que celle dans le quoi on croit, et qui, dans mon cas, ça a été vraiment, qu'est-ce que je veux, c'est créer une connexion, c'est partager ma perspective. Euh, mais je sais très bien, et d'ailleurs, euh, l'expérience me le prouve, je n'ai jamais signé une cliente à la suite d'un poste. Ça n'est jamais arrivé. En 1 an et demi d'entrepreneuriat, en ayant posté plus de 100 posts sur LinkedIn par an, ça n'est jamais arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que ça a pu les attirer. Et ça a été ensuite à moi de faire le processus et de les amener, de continuer leur parcours. Mais les peu de fois où ça m'est arrivé que ça déclenche des appels découvertes, parce que c'est arrivé quand même quelques fois, ces appels-là n'ont jamais conclu. Mm. Parce que la personne venait sans avoir pris le temps de parcourir mon univers. Et donc, en général, il y avait ça ne collait pas, si tu veux. Oui. Donc, ça n'a jamais fonctionné de cette manière-là. Et en fait, quand je l'ai compris, ça m'a permis vraiment de relâcher la pression que je pouvais me mettre à communiquer. Complètement, complètement. Ouais, mais c'est vrai que je pense que oui, au final, ce qui joue aussi beaucoup, c'est qu'on se met beaucoup la pression pour que Bah ça oui, marche, bien sûr. et au final, on oublie d'être peut-être un peu naturel et Bah ouais. En fait, avant, tu sais, là, ce matin, je parlais avec une personne. Elle me dit, ah, je viens d'arriver sur LinkedIn. Moi, changement d'algorithme, je sais pas trop ce que c'est. Je Mm. commence tout juste. Là, je partage ce que j'ai envie. Oh, mais quelle fraîcheur, en fait. Grave. Quelle fraîcheur parce qu'on perd ça, en fait. Et c'est au début comme ça que j'ai commencé aussi, sans aucune ligne éditoriale. Et Mm. donc, je me dis, bon, le but, c'est pas forcément de faire la même chose entre quand tu démarres et quand tu poursuis, mais c'est juste de parfois retomber dans le plaisir, en fait, dans la joie de créer, et oui, bah parfois c'est pas tous les lundis à 8 heures. Bah ouais, Mm. c'est vrai. Parfois je loupe, parfois c'est plus et parfois c'est moins. Donc je peux entendre hein, que par rapport peut-être à une clientèle B2B, le signal de confiance euh, peut être altéré. En tout cas pour une clientèle qui est des solos comme nous ou voire même des privés. En fait, au contraire, je trouve que ça ramène de l'humain et qu'on n'est pas dans quelque chose d'automatisé où la personne, elle publie pour publier. Et d'ailleurs, autre chose aussi que j'ai envie de partager, c'est que la majorité de mes clientes n'ont jamais liké ou commenté mes posts. Mm. Ça aussi, c'est important qu'on se le dise et qu'on dédramatise les vanity metrics. Les vanity metrics, ce sont en général, pas tout le temps, et aujourd'hui, j'ai d'anciennes clientes qui le font, mais avant qu'on signe, ça n'était pas le cas. Et les vanity metrics en général, ce ne sont que, et moi je le fais aussi, des consoeurs, des business friends avec qui on va se soutenir, avec qui on va s'apporter du soutien. Donc on va se liker et se commenter, mais c'est très rare, très très rare. En tout cas, sur des accompagnements, on va dire, assez engageants en termes de temps et d'argent. Peut-être que Mhm. pour des petits produits, ça n'est pas vrai. Que les gens, en fait, se ruent dans tes commentaires. Euh, c'est très rare, c'est très rare. Ouais. En général, ce sont des viewers passifs et qui, après, font qu'au bout d'un moment, ils vont soit te contacter, soit toi, tu vas les contacter, peu importe. Mais en tout cas, ça va se faire en off Mhm. derrière le post. Mais oui, oui, c'est pour ça que, pareil, dédramatiser le nombre de likes, qui est plutôt quelque chose qui vient toucher l'ego et on passe tous par là et c'est normal. Et qui peut aussi parfois être gage de crédibilité, mais vraiment pas nécessairement gage de vente. Et en fait, Mhm. le business se trouve à d'autres endroits que uniquement dans la création de contenu. Ouais, complètement, complètement. D'ailleurs, quand tu t'es lancé, quelle a été la première action de communication que tu as faite? Ça a été quoi ton premier choix, ta première action com? Alors, quand je me suis lancée, j'avais supprimé Instagram de mon téléphone Ok. parce que j'avais une relation que je considérais comme malsaine avec ce réseau. Alors quand je vois Mhm. la nouvelle génération, je pense qu'en fait j'en étais loin de la relation malsaine, mais en tout cas pour moi, je passais un peu plus d'1 heure par jour sur ce réseau. Et au-delà du temps que j'y passais, c'est que je me comparais. Oui. Et à ce moment-là, j'étais pas encore à mon compte, donc je me disais, ah, qu'est-ce que ça va être si je suis à mon compte? Donc je l'ai supprimé. Ce qui fait que n'ayant pas TikTok, et je ne l'ai toujours pas d'ailleurs, et m'étant éloignée de Facebook depuis des années, il me restait qu'un seul choix, LinkedIn. LinkedIn sur lequel j'étais inscrite depuis 2017, mais avec une présence fantomatique, hein. J'avais jamais... Si j'avais publié quelques fois en tant que salarié, mais enfin voilà, pour des choses en lien avec mes emplois à ce moment-là. Ma première action, ça a été d'annoncer que je me lançais sur LinkedIn.
Donc j'ai fait un Ok. post où j'ai dit, alors je me souviens plus exactement des termes que j'ai utilisés, mais en gros j'ai dit que j'ouvrais un nouveau chapitre et que je me lançais à mon compte. Je savais pas encore sur quel sujet, parce qu'à l'époque je savais pas. Mais que je voulais voilà, partager mon aventure entrepreneuriale sur ce réseau et que les gens y trouveraient régulièrement des posts sur mes apprentissages autant en tant qu'entrepreneur que sur mon expertise que j'allais creuser, qui s'était avéré après être le personal branding. Mais mon premier post à ce moment-là, c'est plus je me lance. J'arrive dans le bassin des requins, regardez-moi le petit poisson rouge, quoi. C'est un peu ça, mon premier post. Et ensuite, c'est enchaîné les semaines qui ont suivi, des posts où je partageais tout ce que j'étais en train d'apprendre. Là, je suis telle formation, voilà les 10 apprentissages que j'en retire sur le personal branding. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites facilement? Mais je n'ai à ce moment-là pas d'entreprise, pas d'offre, rien, si ce n'est le chômage. Ouais, Ouais, ouais. Tu l'as donc lancé en mode, comme tu disais, building public, c'était absolument. carrément ça au final. Ouais. Ouais, sans le savoir à ce moment-là que ça s'appelle comme ça et que ce que je fais est en Ah, train est ça. Mais à ce moment-là, c'est un journal de bord. Uniquement un journal de bord. Et d'ailleurs, dans mon audience, je n'ai que des scientifiques. Donc au début, évidemment que ça ne parle pas du tout. Et les gens se disent, ma pauvre, elle est tombée bien bas. Passer à la physique au marketing. Donc au début, ça fait des flops pas possibles. D'ailleurs, je fais des petits essais, je fais des jokes, des blagues en anglais. Je fais des visuels avec des petits bonhommes. Ouais, j'essaye des trucs. J'essaye de trouver ma patte, quoi. Mais à ce moment-là, ouais, enfin, juste, c'est mon carnet de bord et je me fais plaisir. Et justement, je ne fais pas du tout cas à ce moment-là, je sais même pas qu'on peut vraiment faire du business sur LinkedIn. hmm. Euh, Moi, LinkedIn, c'est une CV Tech sur laquelle on va chercher un emploi où on va regarder un petit peu de façon très experte les gens qui parlent et qui ont vraiment des choses à dire. C'était aussi la croyance que j'avais. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. De toute façon, j'ai une toute petite audience, j'avais à peine 1000 personnes. Et en plus, ce ne sont pas des gens qualifiés puisque ce sont des scientifiques. Donc, c'est un bac à sable. J'y vais quoi. Alors j'y vais et je me souviens que la première fois que j'ai appuyé sur publier, j'y vais avec un stress quand même pas possible qui me dit mais pour qui tu te prends, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, quand même, enfin tu vas peut-être après être jugé, enfin mais j'y vais et puis voilà, j'ai jamais arrêté après. Super. Ah, c'est super intéressant. Mais toi, ça a été quoi ta première action de communication quand tu t'es lancée? Tu te souviens? Ma première action communication quand je me suis lancée, j'hésite entre deux choses. Je pense que ça a été mon site internet. Donc c'est quelque chose que je ne recommanderais pas forcément. Mais ça a été de faire mon site internet parce que je pense que c'était surtout pour avoir ce côté un peu légitime, tu vois, d'avoir un truc qui soit propre, qui soit pro, même si à l'époque c'était beaucoup moins pro que mon site de maintenant. Il y a 10 ans, c'était pas pareil. Mais c'est vrai que je crois que c'était vraiment pour dire d'asseoir un peu le côté pro, d'avoir mes services, et puis même moi, peut-être pour en parler, de me sentir plus à l'aise aussi, du coup, d'avoir quelque chose aussi derrière. En démarchage ou autre, de savoir que voilà, j'ai mes services qui sont là, je peux suivre la trame si besoin, si je suis un peu en stress ou autre. Mais c'était vraiment pour une image un peu plus pro parce que je me suis lancée à 21 ans et du coup, ben, enfin 21, 22, et du coup, ben, c'est bête, mais sortie d'école et tout, j'avais tellement peur d'avoir cette image jeune et du coup junior et du coup possiblement pas expérimentée que j'ai commencé par même logo et site internet, quoi, vraiment les deux trucs en termes identité, etc. Et après, réseaux sociaux. Ok, je pense que c'est beaucoup passe par là et c'est parfaitement ok à un moment donné de trouver notre légitimité là-dedans. Après, on comprend avec les années qu'elle est ailleurs, mais ouais. Enfin, je pense qu'il faut chérir cette version-là de toi, tu vois, qui a eu besoin de ça pour se lancer. Et même si aujourd'hui tu n'es pas du même avis et que c'est pas forcément le conseil que tu donnes, c'est pas grave. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Mais c'est vrai que, enfin, c'est surtout dans le sens où je ne recommanderais pas à quelqu'un qui se lance de mettre Ouais, 1000, bien sûr. 1500 euros ou plus dans un site internet quand tu te lances. C'est surtout par rapport à ça, en fait. Parce que, bah, c'est clair que, ouais, ça te fait un truc pro. Quand on va sur ton site, on sait ce que tu fais, on voit des créations si t'en as, on voit, enfin, bref, des avis clients, ça rassure.
on peut prendre rendez-vous. Bah, c'est clair que bah, je vais pas t'expliquer ce que fait un site, hein, mais c'est clair que c'est un outil quand même, c'est pas qu'une vitrine. Mais c'est vrai que c'est plus dans le côté, quand tu te lances, est-ce que tu as besoin de mettre 1500 balles dans un site? Le premier mois ou la première année, en tout cas, ça dépend des personnes et des business aussi, mais c'est pas sûr à 100%, quoi, tu vois. Ouais, après, je trouve qu'aujourd'hui, ça n'est plus vrai parce que les réseaux Hmm, sociaux nous servent de vitrine. carrément. Mais tu vois, tu dis il y a 10 ans, en fait, il y a 10 ans, c'était pas du tout aussi démocratisé et les gens faisaient pas de Hmm, business sur les réseaux sociaux. Moi, je me souviens d'Instagram, c'est pas faux. personne ne faisait de business. C'était vraiment des partages plus spontanés et donc ça ne nous servait pas de vitrine professionnelle. Donc là, le site avait toute sa place. Aujourd'hui, Mhm. effectivement, c'est moins vrai parce que LinkedIn ou Instagram peuvent être des vitrines à eux seuls pour représenter notre travail. Et pour la petite anecdote, moi j'ai un site internet que depuis quelques jours. Voilà, Ah ça fait ouais. 1 an et demi que... Ouais, alors j'ai eu donc que LinkedIn pendant 1 an. Ensuite, je me suis fait faire... Enfin, j'ai toute seule fait des pages de vente. Donc très, tu vois, une seule monosite, enfin monopage plutôt, avec vraiment quelque chose de très axé sur la vente d'un produit, d'une offre en particulier. Et Mhm. là, récemment, j'ai travaillé avec une super graphiste. D'ailleurs, Rachel, si tu passes par là, je t'embrasse. Et là, je suis passée, je me suis dit, OK, bon, maintenant que mon business roule, je peux me permettre d'avoir un site. Mais tu vois, c'est vrai qu'en se repositionnant quand tu as démarré, bah, en fait, je suis pas étonnée, j'aurais sans doute fait la même chose. Ouais, c'est vrai que t'as raison. Au final, c'était une période différente aussi. Et d'ailleurs, quand je m'étais lancée après sur Facebook, ce serait pas pareil maintenant aussi. Ça avait Ouais. super marché sur Facebook et Ah, ou c'est peut-être moi qui avais un truc particulier avec Facebook à l'époque, mais le fait d'être naturel sur Facebook, ça marchait très bien. ah, Et génial. j'avais fait un groupe d'entrepreneurs aussi sur Facebook. J'avais commencé ce côté-là et pareil, ça avait bien marché. Et c'est vrai que Facebook, au final, ça a été mon premier réseau social sur lequel je me suis lancée et qui a plutôt bien marché, ouais. Trop bien. On va parler des aspects un peu moins cool, je dirais, du business de l'entrepreneuriat. Quelle a été ta plus grosse galère en com? Quelle a été ma plus grosse galère en com? Attends, je réfléchis. Peut-être Ben, une stratégie qui n'a pas marché, ouais. un lancement, enfin la com d'un lancement qui n'a pas été assez efficace, Non, j'ai pas eu de... Enfin, après, si, j'ai eu plein de posts qui ont floppé, bien sûr. Mhm. Mais tu vois, c'est pas une galère, quoi. Tu vois, c'est, bah, bon, c'était pas pour celui d'aujourd'hui. Voilà. Ça arrive. Non, je dirais que ma plus grosse galère, c'est plus une galère qui est sur du long terme. C'est celle qu'on abordait un peu tout à l'heure, mais qui est de trouver le bon équilibre entre ce que j'ai envie de transmettre et ce que les autres ont envie d'entendre, tu vois. Carrément. Ça, c'est pas tant une galère plus qu'une problématique de fond, et qui, du coup, m'a amené à parfois user de tonalités, de stratégies qui n'étaient pas les miennes, mais que je voyais chez les autres et qui me semblaient marcher chez les autres. Et donc, ça a été d'accepter que parce qu'en fait, la réalité, c'est que ma communication a globalement plutôt marché assez rapidement. Voilà, Mhm. passé que certains postes un peu moins, mais au global. Mais j'avais du mal à me l'approprier, cette réussite. Mhm. Et parce que j'empruntais les codes de ceux que je voyais et qui n'étaient pas nécessairement tous les miens. Et donc, ça a été d'accepter de me dire, attends, ça marche pour eux, ça marche pour moi, trop bien. Sauf qu'en fait, je me sens pas très à l'aise avec cette façon de communiquer, avec cette façon de faire du marketing aussi, parce que c'était pas tant de communiquer, mais ce que j'y mettais à l'intérieur. Et, et donc d'accepter de me dire, attends, peut-être que ta vision à toi, elle est différente. Et j'étais vraiment prise entre deux feux qui étaient de me dire, si tu communiques comme t'aimerais communiquer, bon, c'est sûr, ça va pas marcher. Donc soit tu communiques comme t'aimerais, mais ça ne marchera pas. Soit t'empruntes les codes des autres et ça marchera. Et en fait, c'était l'histoire que je me racontais. Au tout début, c'était tout le temps ça. Et donc j'étais toujours à la, je vais essayer d'essayer un petit peu de mettre un petit peu de moi, et puis en même temps, quand même beaucoup des autres. Et finalement, en fait, c'est devenu étouffant, quoi. Et à force, je me suis dit, mais non, en fait. Non, bah, au début, tu commences pas avec ces injonctions-là. C'est une fois Mhm. que te rends compte, parce que tu consommes beaucoup, que tu te dis, ah, mais ok, il y a des manières de faire. Et tu sais, au début, tu as la naïveté du démarrage. Et tu tombes un peu dans la marmite au bout de quelques mois, pas tout de suite. Et Ouais. quand tu tombes dedans, bah, en fait, c'est dur de t'en sortir parce que tu as la sensation que tout le monde fait d'une certaine manière et que donc il faut faire de cette manière-là. Et ça a été un petit peu difficile. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est
de faire un travail intérieurement sur ma propre valeur, ma propre légitimité, et parce que j'étais beaucoup à me dire, mais attends, mais qui t'es-toi pour réinventer la communication? Et alors là, mort de rire, la nana, elle arrive de la physique, non, mais je te dis ce qui était dans ma tête, hein. La nana, elle arrive d'un doctorat en physique, elle va réinventer la communication, mais reste à ta place. C'était ça, en fait, que je me disais. Donc, je m'autorisais pas. Et dès lors que j'ai fait un travail intérieur et que, tu sais, j'ai fait la stratégie des petits pas, tu sais, que j'osais un petit peu plus, hop, un peu plus apporter de la profondeur, être un peu moins clivante, être un peu moins dans le faux mot, dans ce que je communiquais, tu sais, j'étais comme, oh, waouh, attends, j'ai la sensation que ça parle aux gens. Et là, ma dernière action de communication, qui va dans ce sens, c'est qu'en ce moment, tu le sais, je suis en plein lancement de mon expérience collective Évidence. Et j'ai fait le choix intentionnel de n'envoyer qu'un seul email de vente, alors que les fois d'avant, j'en avais envoyé 7 à 10, et que pour moi, avoir suivi des formations sur des stratégies de lancement, on nous conseille qu'avoir un premier mail de présentation de l'offre, un deuxième d'étude de cas, un troisième de pourquoi, enfin d'appuyer sur les freins de ta cible, etc., etc., etc. Et je me suis dit, mais en fait, moi, quand moi-même, je consomme quelque chose, je déteste l'idée de recevoir 10 mails pour une seule offre. J'aime bien un ou deux, tu vois, aller à la limite deux, trois, et après tu me passes une page de vente ou un site internet dans lequel je vais me plonger, et ou alors un call avec toi, et auquel je vais pouvoir affiner si jamais ça me donne envie ou pas. Mhm. Mais je me dis, attends, tout le monde fait ça, donc en fait, fais ça. Donc je fais ça, la première édition. Résultat quoi? Je remplis mon accompagnement et je pose la question. À quel point les mails ont été décisifs dans la décision d'achat? Aucune ne m'en parle. Tout le monde me dit d'autres choses. Là, je me dis, ah, ok, bon, alors, j'aime pas le faire. Mes clientes, ça n'a pas l'air de les avoir tant que ça convaincues, en tout cas Mhm. consciemment, hein, on s'entend. Ok, la deuxième fois, je vais tester avec un seul email. Bon, écoute, là, j'ai pas encore terminé, mais j'ai de bonnes métriques qui me laissent à penser que c'est bien parti pour que ça se remplisse aussi. Bon, bah, ok, en fait, c'est possible de le faire à ma manière, tout en gardant quand même quelques codes marketing, parce que ben, l'idée, c'est quand même que les gens sachent dans quoi ils s'engagent, hein. Bien sûr. Mais de l'avoir fait avec un seul mail, un seul post LinkedIn à ce sujet. Bon, écoute, on va voir, mais ça m'a demandé du temps. Donc je dirais que pour répondre, c'est pas vraiment une galère, on va dire, précise, c'est plus de trouver cet équilibre qui est toujours en construction. Ah non, mais très bien. Super intéressant, ouais. Ah ouais, complètement. Ok, ouais, bah ouais, c'est chouette, c'est chouette. C'est vrai que trouver son équilibre entre les deux, c'est vraiment un dilemme au quotidien, presque, j'ai l'impression. Ouais, au quotidien et individuel. C'est surtout ça qui est important, c'est que mon équilibre ne sera pas le tien et en fait, c'est vraiment important de soi-même bien se connaître pour savoir ce qui fonctionne pour soi, quoi. Ah non, c'est clair. Et au final, souvent, j'ai l'impression que quand on a peur de faire différemment des autres, c'est parce qu'on a inconsciemment ou consciemment l'impression d'être moins bien que les autres. Et du coup, comme tu disais, de pas se sentir légitime et ce qui fait qu'on se dit, bah, si là, ça fonctionne, enfin, si ces techniques-là fonctionnent, ben, il faut le faire. Si je parle, pas de moi, mais si je mets de moi dans ma com, etc., ce sera forcément moins bien. Alors qu'en final, non. Oui, il y a de Mais ça, et je pense qu'il y a aussi un autre biais cognitif, ce qui est le fait que l'humain a besoin de raccourcis dans la oui. vie en règle générale. Et donc, dès lors que tu as la sensation qu'il y a une sorte de recette, un chemin qui a été débroussaillé, bah, pourquoi emprunter un chemin qui est encore en jachère, Mhm. sachant que les autres ont fait ce travail-là en amont pour toi. Et donc, bah, assez naturellement, tu vas emprunter les raccourcis qu'on te propose parce que c'est moins énergivore et que notre cerveau est fait de telle sorte qu'on va chercher à ce qu'il consomme le moins d'énergie. Et c'est normal, c'est naturel. Donc il y a ce biais-là, tu vois, et qui fait qu'on peut tomber dedans aussi assez rapidement. Et ce qui est important, c'est à chaque fois de prendre du recul et de me dire, OK, quelles règles j'accepte consciemment de jouer et quelles règles je refuse et quelles nouvelles règles j'écris. Mhm. Tu vois, et ça, en fait, c'est propre à chacune dans notre pratique de la communication. Et aussi, c'est vrai en un instant T, pas de pression, ça peut évoluer dans le temps. On peut aujourd'hui continuer de jouer peut-être certaines règles avec lesquelles on ne se sent pas tout à fait aligné, mais qui, à date, ça a été le cas de certaines de mes clientes, nous rapportent du business et me mettent en sécurité. Mhm. Je suis pas encore complètement alignée, mais pour l'instant, ça me rassure. Bah, c'est OK en fait, c'est OK. Et peut-être que la version de toi d'après, elle va oser davantage.
et elle va se dire, ah bah, je peux peut-être maintenant que je suis sécure, m'autoriser à, et puis voir. Et en général, quand on s'autorise à, on se rend compte que les gens sont beaucoup plus bienveillants que ce qu'on avait imaginé. Mais c'est, tu vois, je pense qu'il y a, en fait, c'est multifactoriel dans notre peur du regard des autres et dans notre manque de confiance à l'idée de faire différemment. Hmm. Quand on est à son compte, on a, j'allais dire souvent, mais pas forcément, heureusement, des moments un peu plus down, des moments où on est un peu moins motivé, ou parce que forcément ça monte, ça descend en général, on n'est pas linéaire, hein, nous ne sommes pas des robots. Et du coup, comment ça se passe, toi, quand tu es dans un moment comme ça, un peu plus down, comment tu gères ça? Il y a un an, quasiment jour pour jour, j'en étais dans un. Ok. Euh, Novembre de l'année dernière, je fais mon plus petit CA depuis le début. Alors, depuis le début, Mhm. ça faisait pas non plus énormément de temps que je commençais, mais en tout cas, je signe aucune nouvelle cliente. Bon, j'avais un petit peu de récurrence, mais très peu. Je crois que de mémoire, je fais comme peut-être à peine 1 000 € de CA. Mhm. Euh, et là, euh, et là, je me demande si j'ai pris la bonne décision. Mhm. Je remets toute ma vie en doute. Je me dis, purée, finalement, ça aurait peut-être été plus simple que tu restes salarié, tu aurais eu un salaire fixe. Et donc, je laisse vraiment cette énergie me traverser. Et quand je dis me traverser, c'est-à-dire je pleure, je parle sur ce point-là. Donc, je fais un post qui d'ailleurs avait très bien fonctionné, bah, évidemment, puisque les gens n'osent pas le dire, mais le ressentent aussi. Où je dis, en fait, bon, est-ce qu'on peut arrêter de jouer au faux semblant et dire aussi quand ça va pas, mais pas dire quand ça va pas 6 mois après. Oui. Dire quand ça va pas au moment où ça va pas. Parce que c'est facile. Et ce concept de vulnérabilité, moi, j'aime toujours lui redonner ses lettres de noblesse. Et en fait, là, quand on est vulnérable, c'est quand on ressent ce qu'on partage. Et donc, je fais ce post-là où, en fait, j'accuse le coup, je dis que c'est pas si simple, que c'est pas ce qu'on nous vend. Et ça a été une belle leçon d'humilité parce que je crois que j'avais fait un beau démarrage. Et donc j'étais un peu en mode, waouh, attends, c'est bizarre, ça marche si vite, il va m'arriver une couille. Bah, ça n'a pas loupé. Et donc, en fait, ce que j'en fais quand ça m'arrive, donc ça a été mon plus gros moment down, mais en général, quand ça m'arrive, même les plus petits, je me laisse traverser par ça. C'est-à-dire, je suis pas dans le rejet de me dire, ah non, en fait, si tu es dans un mindset négatif, tu vas attirer du négatif. Oui, ok, sauf qu'en fait, là, laisse-moi vivre ce moment où ça va pas, où je suis pas de bonne humeur, où mes clientes m'embêtent, où j'attire plus personne, où je trouve que tout ce que je lis, c'est de la merde. Voilà, en fait, laisse-moi vivre ce moment un peu chafouin. Et une fois que je l'ai vécu, en fait, je lui donne de la place. Et comme je lui donne de la place, ben, cette énergie-là, elle va partir plus vite. Mhm. Alors qu'avant, ce que j'avais tendance à faire, c'est que je la mettais sous le tapis. Non, non, tu ne peux pas être comme ça. Tu ne dois pas être comme ça. Le positif, le positif. Ouais, mais non, en fait, à un moment donné, t'imploses. Donc, je lui donne de la place. Je suis chafouin, je râle. En général, ça dure pas beaucoup plus qu'une journée. Et une fois que ça s'est passé, je me dis, OK, t'en fais quoi maintenant de ça? Et souvent, ça me donne une énergie supplémentaire d'en faire quelque chose et de repartir et de me dire, OK, peut-être que là, sur ce point-là, t'as peut-être pas euh, eu la bonne communication ou eu le bon réflexe ou eu la bonne réaction, en suivant ce que c'est. Et je vais tout de suite chercher, en fait, des axes pour m'améliorer, pour essayer de nouvelles choses. Je suis pas, tu vois, du genre à, par contre, remettre ce qui m'arrive au contexte extérieur. Oui, mais en même temps, la concurrence, oui, en même temps, l'IA, oui, en même temps, le contexte géopolitique. Bien sûr, ça joue. Sauf que, en fait, j'ai pas la main là-dessus. Donc, comme Mhm. j'ai pas la main là-dessus, autant que je me concentre sur ce sur quoi j'ai la main. Et donc, je me concentre vraiment sur les actions que je peux, moi, mener et sur les pensées que je peux avoir. Donc, je me laisse traverser par ces moments de doute, de remise en question, de tristesse, de colère. Et une fois qu'ils sont passés, là, je me dis, OK, en fait, fais-en quelque chose et je transforme ça d'une manière ou d'une autre. Ok, intéressant. Toi, ça se passe comment quand ça t'arrive? Hum, bonne question. Bah, ça dépend un peu du moment où ça arrive. Si ça arrive à un moment, parce que des fois, je peux avoir des petits moments de down, et ça va être à des moments différents. Ça peut être à des moments, mais vraiment
J'ai plein de taf et d'un coup, je sais pas, je suis Hmm. pas bien parce que même, je sais pas, la com en ce moment ça marche moins bien, même si j'ai des clients, ma com ça va pas, je me dis mince, enfin, X ou Y raison, mais j'ai du taf. L'autre cas de figure, je suis en down parce que j'ai moins de taf. Donc du coup, c'est pas pareil dans la façon de le gérer, parce que quand c'est en mode j'ai beaucoup de taf, bah du coup, j'ai tendance à bah, ça me fait forcément un peu stresser, voilà, mais en même temps, je me dis, allez, j'ai pas le choix, il n'y a pas de question à se poser là, de toute façon, il faut que je carbure. Donc, dans tous les cas, voilà. Donc, je vais passer un peu outre ça. Donc, c'est pas top top, je pense, mais dans ces cas-là, je me dis, allez, tu lâches rien, t'as des trucs à. Enfin, t'as des clients qui te suivent, t'as des clients enfin, qui te font confiance, il faut que t'assures et tout, et j'y vais. Parce que je sais que j'ai un tempérament, moi, quand il y a une difficulté, je vais plutôt me dire comment je vais faire pour la surmonter que de me dire, que de me la, enfin, pas me lamenter parce que c'est péjoratif à mort, mais que de me plaindre, Oui. etc. Mais je sais que ça peut être un défaut aussi parce que du coup, je m'écoute moins. Mais, et deuxième possibilité, si c'est parce que j'ai moins de taf, bah là, je vais plutôt être en mode soit je vais passer des journées entières à prospecter en panique totale, tu vois, en me disant limite, il faut que je bosse deux fois plus pour, pour que ça rentre, soit je vais passer 2 jours où limite je ne fais rien, je ne travaille pas, je suis en larve dans mon canapé et limite sous ma couverture en me disant faites que ça passe vite. Où là, j'accueille beaucoup plus le truc. Mais c'est marrant, il y a vraiment cette dualité aussi, tu vois, dans la gestion du truc. Ça dépend vraiment bah, de la situation, de mon mood du moment aussi. Mais c'est vrai que ça varie assez, assez facilement. C'est intéressant ouais, de voir que c'est proportionnel à ton occupation. Oui, Mm. carrément, carrément. Super. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur ou une entrepreneur qui débute? Pour communiquer, Euh, Globalement, je dirais. Ou au peut-être sens un de global. chaque si tu veux. Ouais. Euh, Bon, en fait, je crois que c'est un conseil comment dirais-je, qui vaut pour les deux. Mhm. Euh, c'est de toujours s'écouter soi. Mhm. En fait, enfin, vous allez recevoir un grand nombre de conseils, certains sollicités, d'autres non. Et c'est important de toujours être au clair sur sa boussole intérieure, sur lesquels consciemment je décide d'écouter parce qu'ils me parlent. Peut-être ils me donneront pas les résultats que j'espère, mais en tout cas, ils m'attirent. Et lesquels je me dis, non, ça, la personne, elle parle d'elle-même. Peut-être d'ailleurs, dans tout ce que j'ai partagé là pendant cet épisode, il y a des choses qui vous auront pas parlé. Surtout, ne m'écoutez pas. C'est vraiment important, je trouve, de rester connecté à soi. Attention, ça ne veut pas dire de faire l'autruche et donc de se dire, en fait, moi, je fais que comme je veux. Et de jouer la rébellion et donc de ne pas accepter qu'il y a de la compta à faire, qu'il y a de la communication à faire, du marketing, etc. C'est prendre conscience que quand on devient entrepreneur, on devient aussi une dizaine d'autres métiers. Et là, de se dire, OK, quel métier j'accepte déjà moi de faire, quels autres j'ai envie de déléguer, et ceux que j'accepte de faire, avec quelles règles je joue. Mhm. Et donc de ne pas être dans un rejet un peu, comment dirais-je, simpliste. Dire bah non, j'aime pas, donc je fais pas. Plutôt de dire comment je pourrais aimer davantage tout en me respectant et surtout pas me travestir. Pourquoi je donne ce conseil-là? Parce que si je fais le récapitulatif de ce qui a fait ma réussite en 1 an et demi, ben ça a été ce travail que j'ai fait sur moi, sur ma propre légitimité et à quel point j'ai su dire non à des opportunités, dire oui à d'autres, écouter certains conseils puis le regretter et aussi en écouter et puis me congratuler de l'avoir fait. Euh, ouais, le meilleur conseil que je puisse donner, que ce soit dans la com ou dans le business au sens global, c'est ayez l'intelligence d'écouter certains conseils qu'on vous donnera, de jouer avec certaines règles, mais ayez aussi le recul de rester vous-même et de vous écouter. Pourquoi? Parce que si vous faites ce business-là de façon pérenne, eh bien, c'est important que vous soyez au centre. Parce que sinon, vous risquerez d'appliquer des règles ou d'avoir une réussite qui n'est pas la vôtre et ça se sentira forcément au bout d'un moment.
Ouais, je suis complètement, ouais, complètement d'accord sur ce point-là aussi, ouais, complètement. Puis en plus, c'est vrai qu'il y a aussi le côté, je trouve, où si tu te forces à faire quelque chose, ben ça durera peut-être 1 an, ça durera peut-être 2 ans, mais ça durera pas 8 ans, 10 ans ou plus. Enfin, à un moment, tu vas craquer, je pense. C'est clair. Bah oui, parce que tu porteras pas le bon costume, entre guillemets, tu vois. Il sera soit trop petit, soit trop grand, mais ce sera pas le tien. Bah ouais, non, c'est clair. Quels outils tu utilises, toi, au quotidien pour ta communication? Alors, les outils que j'utilise pour ma communication, alors je suis sur Notion pour mes textes. En fait, je répertorie toutes mes idées de Mm. contenu et mes contenus rédigés, ainsi d'ailleurs que mes KPI, donc ce que je vais regarder comme indicateur. Tout ça est sur Notion. Est-ce que j'utilise Canva pour mes visuels? Et puis ensuite, je suis présente sur LinkedIn, YouTube et Instagram. Et voilà, c'est tout. En fait, je n'ai pas d'autres outils. Attends, je réfléchis en même temps parce que euh, il y a de temps en temps, j'utilise des outils comme MyFeedIn pour LinkedIn qui me permet d'avoir des feeds personnalisés avec, j'ai un feed que mes prospects, un feed que mes clientes, etc. pour pas me Mm. perdre dans la jungle de tous les posts que je vois. Mais je l'utilise pas quotidiennement. Donc, on va dire vraiment mon kit de secours, c'est uniquement Notion pour répertorier mes idées de posts et mes posts et mes KPI, et ensuite les plateformes elles-mêmes dans lesquelles derrière je vais aller et publier et aller récolter les datas quand j'ai besoin de les analyser après, a posteriori. Oh, ok, ça marche. Oui, bah, c'est très bien. C'est un peu, C'est c'est simple, marrant, c'est c'est un peu les outils. minimaliste. Ouais, c'est ça, mais c'est ce que j'étais en train de me dire. En soi, c'est bien parce que en général, il vaut mieux avoir peu d'outils, mais qu'on utilise vraiment, que d'en avoir plein, 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 et qu'au final, on les oublie ou on fait doublon. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé en plus d'avoir... Parce que j'avais commencé sur Padlet, maintenant je suis sur Notion. Et parce qu'au début, je trouvais que Notion, ça avait l'air complexe, alors qu'au final, ça va assez facilement. Et j'étais partie sur Padlet parce que ça me paraissait... Enfin, c'était très facile. T'as un système de mur avec des cases, tu mets du texte, tu t'insères une photo, enfin voilà. Et ça te permet d'avoir un truc un peu comme tu peux le faire dans Notion, d'avoir un tableau de bord avec plein de colonnes par thème. Donc j'avais fait commercial, communication, réseaux sociaux, etc. Et après, tu mets plein de trucs dedans, sous chaque colonne. Donc ça te permet au moins de classer tes idées. Moi, je me disais, par exemple, pour mon site internet, il faut que je mette tel client, tel client, tel client en ligne sur mon portfolio. Du coup, je mettais vraiment tout. Donc ça te permet d'avoir un truc avec tout au même endroit. Et au final, après, j'ai eu mon Notion et je me suis rendu compte que je me suis dit, attends, des fois, je suis la passerelle entre les deux, ça va pas du tout. Donc, j'ai dû tout migrer sur Notion parce que je me suis dit, ça sert à rien d'avoir les deux. Mais c'est clair que du coup, il vaut mieux en avoir peu, mais qui soient vraiment utiles et efficaces, quoi. Ouais. Après, j'ai d'autres outils d'un point de vue business, hein, mais d'un point de vue communication, Hmm. j'ai que Notion. Bah ouais, bah c'est très bien, c'est très bien. Alors maintenant, je te propose de passer à l'interview pressée. Donc c'est une série de questions, des petites questions avec deux possibilités à chaque fois. Donc tu peux me répondre donc une réponse ou l'autre. Si tu souhaites argumenter un peu derrière, rajouter un petit complément, c'est possible ou pas obligatoire, hein, c'est vraiment comme tu veux. Alors c'est parti. Est-ce que tu es plutôt team sur mesure ou template au quotidien pour Sur ta com? mesure. Sur Sur mesure. mesure. Ça me paraît assez logique avec l'entretien qu'on a eu. Plutôt team dernière minute ou planning au max? Dernière minute. Tu préfères écrire un article de blog ou tourner une vidéo? Oh ah, c'est dur. Alors, j'écris pas d'articles de blog, mais j'écris parfois des longs pavés, Ouais. que ce soit pour mes emails ou même pour mon plaisir. Donc, j'aime beaucoup écrire. En fait, pour moi, l'énergie est vraiment différente. Quand j'écris, j'ai un truc très profond, parce que j'aime bien écrire dans la profondeur. Et en vidéo, je dégage quelque chose de beaucoup plus solaire. Mhm. Euh, euh, je dirais qu'à date, même si je fais les deux, parce qu'avec mon podcast, je suis en vidéo sur YouTube, à date, je suis quand même un peu plus confortable à écrire, mais je prends autant de plaisir pour les deux. Mhm. Ça marche. Mais c'est pour ça que j'aime bien poser cette question, parce que je trouve que justement, c'est tellement deux opposés qu'en général, ça permet vraiment de Mm. voir un peu plus. Plutôt réseaux sociaux ou newsletter?
Réseaux sociaux. Déléguer ou tout gérer? Tout gérer. Mais je mets un petit élément de précision. Tout gérer quand on aime ça, qui est mon Oui. cas. Et quand c'est quelque chose qu'on n'aime pas, je pense que c'est très important de déléguer à des personnes dont c'est le métier et qui peuvent, d'ailleurs je me fais beaucoup prospecter dans ce sens et je comprends, qui peuvent prendre en charge notre communication quand c'est quelque chose où ce n'est pas aligné ou en tout cas on n'est pas dans notre zone de génie à cet endroit-là, c'est important de déléguer. Donc si je réponds personnellement, je gère tout. Si par contre je réponds de façon globale en termes de conseils, sachez déléguer si c'est pas votre truc. Hmm. ChatGPT lover ou hater? Ou autre IA, hein, ça peut être Claude ou Gemini. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Non, non, je m'étais pas arrêtée sur cette IA en particulier, mais c'est pareil. Je dirais première lecture, hater. Mhm. Pareil, point de précision, dans le sens où ça m'arrive aussi. Alors, ChatGPT, je l'utilise plus depuis longtemps. Enfin, je l'utilise au tout début. Maintenant, j'utilise Claude que je trouve beaucoup plus pertinent, mais euh, j'aime beaucoup le processus de réflexion et d'échange qu'on peut avoir avec les IA, Mhm. mais warning sur la prise de recul que ça nécessite et surtout, 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 surtout dans la communication, parce que c'est un peu quand même l'objet, ne jamais copier-coller ce que l'IA va nous donner, toujours repasser derrière, reformuler de façon plus naturelle, parce que là, ça se voit, enfin, les emojis partout, les tournures de ce n'est pas ça. Ce n'est pas un programme, c'est une expérience. Ça, c'est bon, on l'a vu, on l'a revu mille et mille fois. Donc voilà, au petit warning, je dis, je suis pas contre l'utilisation, par contre, je suis pour la prise de recul que ça demande. Mhm, bien sûr, ok. Quel est l'emoji que tu utilises le plus? Le cœur. Ok. Ta J'ai boisson trop d'amour préférée? à distribuer. Ouais, puis je vois ton petit cœur derrière aussi dans le cadre. Ta boisson préférée pour bosser? Café, thé ou citronnade? Thé. Ça marche. Ta com, tu l'as fait en musique, en silence ou en bingeant Netflix? La partie écrite en silence, les visuels en musique. Ok. T'es plutôt hyper connecté ou slow life au quotidien? Ah, c'est dur. Un équilibre des deux, là, je peux pas répondre parce que je me considère pas dans une slow life. Mhm. J'ai la sensation quand même d'être toujours en train de consommer quelque chose. Mais par contre, une fois que j'ai cherché mon fils, mon téléphone n'existe plus. Donc, ça dépend des moments. On va dire dans Mhm. ma journée de travail, je suis hyper connectée. Dès lors que j'ai terminé ma journée de travail et que je suis avec mes proches, je suis en mode slow life. Hmm, ça marche. Quelle est l'idée reçue sur ton métier qui t'emmerde le plus? Bah, je dirais que c'est ce qu'on a un peu discuté tout à l'heure, Mhm. à l'idée de savoir qu'il y a une recette, une manière de faire, et que si tu fais pas comme ça, en fait, tu vas pas y arriver. Enfin, tout le succès repose sur une sorte de templétisation, d'une recette business. Ça m'énerve parce que c'est pas vrai, et parce que ça part du principe que l'efficacité en fait, que l'efficacité d'une recette business ne prend pas en compte les individus et le Mhm. contexte. Ok, super. Merci Charlène. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous partager avant de conclure? Oui, merci beaucoup Faustine pour cet échange. Et mon mot de la fin, ce serait de remettez du plaisir dans votre communication. Enfin, c'est tout idiot à dire, mais les gens le ressentent vraiment, vraiment, même si vous êtes sur des concepts un petit peu. Là, l'autre jour, je suis tombée sur un podcast. La personne, elle fait un podcast, elle parle et en même temps, elle tricote. Mais c'est du génie, enfin, et ça plaît. Euh, Carrément. mais oui, parce qu'en fait, c'est qui elle est,
et oui, peut-être businessment parlant, ça n'est pas ultra, comment dirais-je, attractif, mais Mhm. en réalité, elle attire des gens qui sont alignés avec ces deux passions-là. Donc, vraiment, remettez du kiff au centre de votre communication et de votre business au sens plus global, si vous voulez perdurer et surtout si vous voulez attirer à vous, parce que c'est vraiment, ça se ressent. Et je suis vraiment convaincue que l'énergie qu'on a quand on écrit ou quand on se filme ou quand on partage de façon plus globale, les gens le ressentent. Et j'espère que vous avez Mhm. ressenti la mienne d'ailleurs. Complètement. Merci Charlène. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur LinkedIn, c'est là où je suis la plus active, donc Charlène Hubert. Sur Instagram, c'est charlenehubert.off, O-F-F. Et sur YouTube, c'est Charlène Hubert aussi. Sur YouTube, vous retrouvez mon podcast notamment. Merci Charlène d'avoir participé à ce quatrième épisode du podcast Zest ta com. C'était un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. C'était très enrichissant. Donc merci beaucoup et passe une très bonne journée. Merci à toi, Faustine, et puis bonne journée à celles et ceux qui nous écoutent aussi. À bientôt. Kenavo!